bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14h puisque Iman est déjà là, bonjour. Bonjour Daniel. Elle est en orange aujourd'hui, Oui. donc elle a un téléphone orange. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. On va recevoir la chef de projet de Caribule pour la combienième fois déjà? Deux seulement. Ah bon, mais jamais 203, donc il y aura une troisième. On va recevoir aussi Cynthia Pibé, la sous-directrice des affaires culturelles du conseil départemental. Mathieu Delors devrait être là aussi. Il va parler de Caribule, puisqu'il y a des ateliers mercredi pour les enfants. Et ça déborde déjà. Tu as remarqué, ça déborde. Ouais. Ouais, c'est une très bonne chose. Non, comment elle s'appelle là? Sophie a fait un bon job. Merci à elle. Vraiment. Sylvie Rosier sera aussi notre invitée tout à l'heure, formatrice, consultante certifiée en intelligence créative. Ah, intelligence créative, tiens, c'est nouveau. Et puis le directeur de l'archipel, qui a bien besoin de nous voir, sera aussi notre invité. Donc on va pouvoir discuter avec lui. Sinon, les faux, c'est Emmanuel. Voilà. Oui, au niveau de l'actualité, on parlera de l'UCEP, le comité Outre-mer qui s'est réuni en colloque à Sainte-Rose avec la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, la Martinique, la Guyane, Mayotte, pour aborder des sujets de société majeurs tels que la santé globale de l'enfant, les violences sur le territoire. On parlera aussi des travaux à Morne-à-l'Eau qui impactent lourdement les commerçants de proximité qui mènent une vie particulièrement dure en cette période de travaux. On ira aussi avec le préfet qui a pu visiter l'usine Gardel, donc une usine historique, on va dire, connue à Moule, commune du Moule. Et ensuite, on ira sur Petit Canal, où un village artisanal a pu bénéficier de l'affluence de nombreux visiteurs afin de rendre attractif le Nord Grande Terre. Voilà pour les informations. Juste un petit moment, tu commences. Il faut qu'on rappelle que les flics français ont assassiné hier un gars pratiquement immobile qui pouvait même pas bouger et il avait, semble-t-il, un couteau. Et les policiers, ils lui ont foutu 3 balles. Encore des policiers qui assassinent des Guadeloupéens. Et nous, bon, avec ça. Bon, vas-y. Oui, et donc sans transition, le colloque UCEP qui s'est déroulé à Sainte-Rose, au cœur des échanges, des problématiques majeures comme la santé de l'enfant, les violences sur le territoire, liées à ce qu'il vient de dire aussi, le rôle du sport dans la construction du mieux vivre ensemble, un rendez-vous qui était important pour adapter les politiques éducatives et sportives qui sont liées à nos réalités. On en parle avec Loïs Laine. Je suis présidente de l'ensemble des comités UCEP, dont les comités d'outre-mer, et c'est important pour moi de me rendre sur place pour mieux appréhender les problématiques du territoire, pouvoir échanger avec les UCEPiens de la Guadeloupe. Et puis aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir tous les comités d'outre-mer qui sont réunis, et ça me permet d'aller de la Polynésie à la Martinique, en passant par la Réunion, et puis la Guadeloupe. Donc voilà, c'est vraiment intéressant pour moi de pouvoir échanger avec tous ces comités et leurs spécificités. Les problématiques qu'ils rencontrent, c'est déjà l'éloignement de ces territoires. Et la réponse qu'on a donnée, c'est qu'on leur a permis de créer une association UCEP des territoires d'outre-mer. Ils ont une deuxième problématique qui est un peu partagée pour tout le monde, qui est celle des financements. Donc en mutualisant les pratiques, en essayant de mutualiser les stratégies de recherche de partenariat, on essaye de pouvoir soutenir ces comités. Il y a une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de notre tête chaque année. Notamment, par exemple, on a un employé délégué qui est employé de l'association avec justement cette incertitude. Il faudrait qu'on rende pérenne les emplois, les financements, puisque nous n'avons pas de personnel de mis à disposition, par exemple, comme ça peut l'être dans certains départements, via l'éducation nationale. Ce colloque, je le trouve très intéressant parce qu'il permet à la fois de poser des problématiques, de pouvoir avoir des points de vue différents, puisque des territoires différents, et on s'aperçoit que les problématiques sont quand même partagées, et on a des pistes de solutions. Donc je trouve ça très très intéressant. Des enjeux de société essentiels, n'est-ce pas? Il faut dire, dispersé, Daniel. Si on va parler beaucoup de Caribule, parce que c'est le festival qui... On quitte la partie before, on entre dans la partie in, vraiment.
Mais aussi, on va parler de Begin, puisqu'il va y avoir une journée de Begin le 24, c'est bien ça? Absolument. Bon, alors on va parler d'abord Caribule, et puis après on revient sur la Begin. Alors, chef de projet de Caribule, merci d'être avec nous pour la deuxième fois, mais pas pour la dernière. Delors, merci Mathieu d'être là pour la deuxième fois, mais pas la dernière non plus. Qu'est-ce qui va se passer mercredi? Alors mercredi, on a une grande animation donc, au Fort d'Elgrès de 9h à 17h. On va avoir Le Fort plusieurs d'Elgrès, c'est celui qui est à Bastère. Celui qui est à Bastère, bien D'accord, évidemment. merci. Puisque mercredi dernier, on était donc, au Fort Fleur d'Épée, au Gosier. Donc cette fois-ci, on sera à Bastère. Donc l'idée de Caribule, c'est de vraiment pouvoir décentraliser le festival. Donc on va proposer donc, des ateliers BD, des ateliers manga, des ateliers BD sur t-shirt, des ateliers dessin peinture aussi. T-shirt Donc, comme celui que tu as. Non, il y en a un autre. Ah, un autre. Tout aussi beau que celui-là. Merci le conseil départemental. Oui. Tu dis ça parce que Cynthia est là? Non, je dis ça parce que c'est notre partenaire principal. Et du coup, on aura aussi atelier cosplay, atelier BD et un cas dessiné avec le groupe Vukum. Oui. Le groupe Vukum, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'ils feront? Alors, pendant 2 heures, ils vont animer, alors dans une première partie, donc de 15h30 à 16h30, ils vont animer donc, un atelier gros cas. Donc, l'idée, ça va être de permettre aux enfants de découvrir les différents rythmes donc, du gros cas. Et ensuite, de 16h30 à 17h30, on va avoir un coup de tambour comme Vukum sait bien le faire. Bien, alors Mathieu, bonjour, merci d'être avec nous pour la deuxième fois, pas la dernière. Comment ça se passe en général un atelier avec des enfants? Ça se passe relativement bien en général. J'ai des bons retours, les enfants sont motivés, ils ont hâte de dessiner, d'apprendre des choses et pour l'instant, j'ai pas eu de retour négatif. À partir de quel âge on peut prendre un an? Parce que les gens qui écoutent là se disent, est-ce que je peux envoyer mon petit monde mercredi? C'est à partir des plus jeunes, on va dire l'école primaire. Parfois même, les parents participent aussi aux ateliers. Ah, même les parents peuvent venir? C'est pas destiné aux parents, mais ils s'imposent. Ça veut dire que si Cynthia vient avec son enfant, elle pourrait participer à un atelier? Elle pourrait, oui. Il a 2 ans, mais il est talentueux, vraiment. Alors, il y a 3 dames là. Je suis sûr que ces 3 dames là ont des enfants. Bien sûr. Est-ce que ton enfant pourrait participer à un atelier? Oh, il serait ravi. Très envie? Il aime les mangas, je crois. Il adore dessiner. Il adore les mangas. Est-ce que ton enfant pourrait participer à un atelier? Le mercredi, mes enfants, ils étaient là et ils se sont bien amusés. Ils sont bien. Alors, c'est compliqué avec les enfants ou bien ils écoutent? Comment ça se passe en réalité? Parfois, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'enfants, mais heureusement, il y a les bénévoles qui sont là pour m'assister, pour m'aider, donc pour encadrer. Donc, il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Et les enfants font le dessin sur le t-shirt? Voilà, sur le t-shirt, oui. Et avec ils gardent feutres. le t-shirt ou bien il faut les remettre à la fin? Non, ils gardent le t-shirt, ils peuvent partir avec. Ils peuvent partir Ils avec continuent après à la maison, etc. D'accord. Et d'une manière générale, Mathieu, pour les ateliers, j'ai déjà eu l'occasion de poser la question à Chouga, mais je te la pose aussi. Est-ce qu'on sent que chez les enfants, il y a un intérêt pour le dessin, pour le graphisme? Le plus souvent, je dirais oui, c'est vrai. Ils sont passionnés, mais il manque aussi un peu de technique. Oui. Donc, c'est là où j'interviens. Et voilà. Il faudrait faire des ateliers toute l'année, quoi. En vrai, ça aurait été bien. Le plus souvent, on me demande, c'est vrai. Ouais. Les enfants me demandent. Ouais, non, mais j'imagine. De toute façon, c'est la devise même de Caribule. C'est ça. C'est BD, manga toute l'année. Et surtout le territoire. Et créativité. Et créativité. Bon, alors, comment ça se passe les gens qui nous regardent sur Bastère? Parce que le maire de Bastère a dit que ça intéresserait les enfants de Bastère, le maire de Baïf aussi. On s'inscrit? Comment ça se passe? Alors du coup, les inscriptions se font en ligne sur le site de caribule-bd.com. Donc n'hésitez pas, il y a aussi tout le programme complet. D'ailleurs, on a sorti un dernier magazine, donc le magazine FabFab, qui présente tout le festival de cette année avec les différents invités et le programme complet. Vous pouvez le retrouver donc, dans toutes les bibliothèques, Il coûte combien? Mais il est gratuit comme tous nos ateliers. D'accord. Bon, tout est gratuit. Bon, mais c'est bien. Donc rendez-vous mercredi. Mercredi, c'est ça, mercredi 15 avril à partir de 9h au Fort d'Elgrès à Bastère. Et vous pouvez aussi vous inscrire sur place. Sur place, il y a 4 ateliers différents, c'est ça? Alors, le matin, on a l'atelier BD avec Diego, un autre atelier BD donc sur t-shirt avec Mathieu. On a un atelier dessin-peinture avec Noël Chandler et on aura aussi une projection de film animé. On a un atelier cosplay à 14h.
On aura ensuite un atelier BD donc avec Diego, donc dans le même créneau entre 14h et 15h30. Et puis comme je l'ai annoncé, on aura le cas dessiné, en tout cas l'animation avec Bokoum, donc une première partie animation, donc présentation, et ensuite coup de tambour, donc à partir de 16h30. Juste une dernière question à Mathieu. Le cas dessiné, comment ça se fait? C'est les joueurs de cas qui viennent dessiner ou bien c'est les dessinateurs qui vont jouer au Goka? Non, en fait, il y a déjà quelqu'un qui joue au Goka. Et nous, on est là pour illustrer, pour mettre en couleur, en lumière, en fait, ce qui transmet à travers sa musique. Bien. Bon, rendez-vous mercredi pour tous les parents qui nous regardent dans la région bastérienne de ce qu'on appelle le Sud Bastère. Rendez-vous au Fort Fleur des... Oh non, Fort des Grès, parce que je raconte Fort des Grès, c'est à partir de 14h. Voilà. On va parler Begin tout de suite, puisque nous avons temps pour Begin, c'est ça? En journée pour Begin. C'est ça, nous on temps pour Begin, on temps pour cajoler Begin. Oui. C'est un projet justement que le conseil départemental porte avec Alex Nabis. Je pense qu'il en parlera de façon encore plus, j'ai envie de dire, incarnée que moi. Mais de ce que j'entendais tout à l'heure sur le plateau, il y a un lien fondamental, c'est comment on appréhende nos lieux, notre patrimoine, et comment on investit en fait ces lieux-là. Donc on parlait aussi du Fort Fleur d'Épée. Donc ce rendez-vous du 24 avril aura lieu au Fort Fleur d'Épée. C'est une façon quelque part d'interroger comment on va les investir, ces espaces, et qu'est-ce qu'on sait de la Begin, qu'est-ce que nos générations savent de la Begin. C'est un petit peu ça, et j'ai presque envie de dire que c'est un rendez-vous intergénérationnel autour d'artistes qu'Alex pourra nous décliner, puisqu'il est dans l'ADN de ce projet. Il y a eu l'année dernière un Glorieux Goka, une sorte de Glorieux Begin alors. Alors, quelque part, je pense que... Non, c'est pas Glorieux Begin, il n'a pas mérité ça, Alex? Oui, Begin méritait plus que ça. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, alors bon, oui. C'est un programme qui est rentré dans un plan plus global, qui sont un projet qui est décidé par le président Losbar depuis à peu près 2 ans. Et l'idée là, c'est de faire l'effort revivre. Et pour y revivre, il faut y revivre d'accord, mais de façon coordonnée. Et ça menait à chaque fort en thématique. Et c'est ça qui fait que pour là, les 3 qui réaménager, réinventer un fonctionnement dans mission à 3, c'est-à-dire une idée forte aussi, Guadeloupe continentale, comme on dit, et il y en a au Saint-Athéodore. Donc Fort d'Elgrès, Fort Napoléon et Fort Fleur d'Épée. Et en fait, mais pour ça fait, il faut quand même garder, voir si ça, qui vision-là, le président Losbar voulait mettre en œuvre là, est-ce que ça peut rentrer dans 3 espaces-là, ça, quoi. Et nous avons commencé, l'idée là, c'est de commencer, il a été décidé de commencer. Ça veut dire ça qui a fait Fort Fleur d'Épée, qui nous ont même mis à Sébastien. Même bitin, mais pas avec même thème là. Non, même bitin, mais oui, l'idée à président Losbar, c'est de... Moi, pas même au courant, il était dit dans le discours d'installation, la culture sera le moteur de ma mandature. Tout à fait. En venant prendre ça par accident, et en tout cas, ça, c'est pour prendre du accident sur mon... Oui, on ne passe pas en haut. Attention, là, on ne va pas parler d'accident. On a beaucoup pas porter plainte. Respect pour moi, oui. Et donc, on trouvait ça extraordinaire, et c'est d'ailleurs ça, il fait qu'on rentre dans la ronde. Et là, il dit ça. Et en fait, l'idée à président Losbar, c'est que ces forts-là, ça, autant dans le passé, il jouait voilà, dans la guerre, combat militaire, comme ça, mais là, pour ça, il fait service à culture pays-là, ça caractérise pays-là et peuple-là. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. Alors, mais il faut commencer. On ne peut pas commencer du boom. On peut commencer, mais pour des travaux, il faut ranger ça. Mais on ne peut pas faire travaux en fort. Là, en l'occurrence, sont un bâtiment qui est inscrit. Mais les autres là, c'est 2 monuments classés. Oui. Donc, on parle qui fait ça comme ça. Et donc, une des actions de préfiguration qu'on va créer ça, pour garder voir, est-ce que ça qui vision là peut rentrer dans l'espace là,
Et quel problème ça a posé de telle sorte que les travaux d'aménagement résoudent au maximum les problèmes. D'accord. Et donc, ça va être le 24. Thématique qui est choisie, c'est la Biguine. Pourquoi la Biguine? C'est que thème à fort là, dans grand projet là, ça, c'est l'endémique, c'est-à-dire tout ça qui est ancien, mais montré de façon qualitative. Tout ça qui est ancien. Et donc, à danse musique, ça qui est ancien, c'est 4 musiques patrimoniales. Nous sommes là, nous sommes Goka, nous sommes Biguine, nous sommes Kadri, et nous sommes Zouk, qui a 30 ans, donc il va entrer dans... Mayoulé pas, non? Mayoulé pas, non? Non, Mayoulé a son Timoun Dewo à Goka. Son Timoun Bata? Ouais, non, pas dit Bata, l'idée. Et voilà. Et donc, voilà. Et donc, c'est Biguine, mais Biguine n'a ni toute vallée, toute fossaille. Et vous dites, moi, pourquoi Biguine? Mais pourquoi Biguine? Parce qu'il faut commencer par Yon. Et Biguine, c'est lui qui a porté, puisque là, on va faire une première opération, il faut qu'il plaît, il faut qu'il parle bas monde, etc. Et ça qui est très visuel, tout ça. Alors, par exemple, ça, cimetière radio, mais on a pensé, il dit même bitin là, on a dit là. Nous t'es qu'à juste commencer, mais justement très visuel parce que il y aura une jeune, on va dire scénographe, Georgiane Agas, qui va justement dessiner cet espace, dessiner le parcours. Il y a des expositions, des ateliers. J'ai envie de dire de la musique vivante, même si on parle de patrimoine, puisque quelque part ces musiques sont habitées aussi. Donc peut-être que Alex, tu peux nous dire les figures qui seront là. Enfin, on imagine déjà Ronnie Théophile, Winnie Kaona, mais il y en a d'autres. Des fois, on va jouer perso avec des individualités, mais des fois avec des groupes. Et on a plutôt penché pour une formule, par exemple, où on demande à tel artiste connu de s'entourer de gens. Et par exemple, il y aura La Rochelle qui accompagne traditionnellement Fred Deyé. Et bien, le groupe Soft, eh bien, il sera là avec un quintet. Et ils vont jouer une fois le matin et une fois le soir. Et puis, on a mis la main sur un jeune musicien dont on ne parle pas assez à mes yeux. C'est Aono Fedaoui, avec Authentique Biguine. Eh bien, ils vont pouvoir nous montrer des talents surprenants parce qu'ils vont interpréter que des œuvres des années 60, 50, 60. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et puis, Winnie Kaona, qui est une voix de la Biguine, eh bien, elle sera là aussi, bien sûr. Mais Théophile aussi, j'imagine. Mais Théophile, Ronnie là, ouais. Mais Ronnie, il n'est pas forcément là comme chantait. Ah. Il a pour plutôt dimension gamma Biguine, Biguine par sans gamme. Et puis il y a un atelier Marie-Tête. Il a fait une belle exposition si des objets anciens, mais qui correspondent à belle époque à Biguine. Et c'est Ronnie, quoi. Nous connaissons Ronnie, là, il est à fond. Une question qu'a posée, je te le dis. Qui j'en fait pour intéresser des jeunes à Biguine? Parce que vous savez, jeunes âge au-delà, c'est bouillon, c'est on fait musique, oui, urbaine, etc. Qui j'en quoi fait? Parce que vous pas l'impression que Biguine, c'est un Biguine qui a mon âge ou l'âge en moins. Si c'est de l'âge en nous, nous pas mauvais toujours. Mais, donc, nous nombreux Kembe. Mais ça veut dire, ça dépend des gens là, on fait là. Premièrement, il ne faut pas oublier que le conseil départemental, c'est les collèges, qu'on va dire en grand français, c'est du régalien pour le département. Donc, les collèges invités, premièrement. Deuxièmement, nous inviter, par exemple, les clubs troisième âge, mais nous disent c'est mon Zoka vini, Zopé vino, on monte à l'âge, monsieur ou madame, mais venez avant jeune. Parce que l'idée maîtresse de ce projet-là aussi, c'est l'idée de transmission. Il faut toujours penser à créer des conditions de la transmission. Et c'est ainsi que dans l'exposition que Françoise Lancoireau a concoctée, eh bien, il y aura des livrets pédagogiques pour permettre aux jeunes de s'emparer de cette question qui touche à la Biguine, etc.
Et ça veut dire que pour le monde, pas qu'à rester à terre. Mais qu'il y a une musique quand même. Mais qu'il y a des orchestres. Et plus, Winnie, son orchestre à lui tout seul. Donc, on veut dire qu'il y a son. D'ailleurs, si on évoque Winnie, on pense aussi au trophée de la Biguine qu'elle a mis en place dans les collèges. Donc, il y a quelque part sur le terrain un travail fait par les acteurs, les actrices. Il y a un truc que je dis chaque fois. Winnie Kaona, c'est l'artiste qui a le plus écrit. Elle a écrit 13 bouquins, déjà, 13 ou 12, c'est ça 13 Oui, 13 bouquins sur la musique, sur la Biguine. C'est une véritable encyclopédie, cette dame. Vivante. Disons qu'elle a beaucoup écrit, Oui. mais je pense qu'il faut éviter de poser le problème sous l'angle de la qualité, de la quantité, parce que quand moi j'ai pu voir l'avant-projet de l'exposition sur laquelle Françoise Dancoro, docteur en musicologie, a préparé. Oui, elle est musicologue. Donc, je veux dire, pourquoi moi j'évite les comparaisons, parce que, voilà, la contribution de Winnie est notoire, quoi. Donc, oui, on peut dire ça comme ça, mais évitons les comparaisons, puisque... Non, comparaison, c'est pas raison. N'est pas raison. Voilà. Bon, alors, top départ, à quelle heure le 24 ? Non, alors, avant nous, top départ là, on a sorti parole là, miséré, mais il faut nous dire quand même qu'il y a des ateliers. Ah, d'accord. Faut nous dire ça, parce que si nous va dire ça, nous péchons. Oui, nous j'ai dit ça, mais nous on peut rentrer plus fond de cadre. Qu'il y a 3 ateliers, qu'il y en a marre tête, ça 3 ateliers ou 3 ateliers. Nous disons en façon, parce que ça, on va connaître nous bilingues, mais il faut toujours faire place pour les bâtards. Et en fait, qu'il y a 3 ateliers, qu'il y a à marre tête et puis Roni, qu'il y a pour apprendre à danser Biguine et bien radio, ouvert encore connaissance à aussi Biguine, qui a dansé, qui a chanté. Donc, on l'atelier chanter, danser, et il y a une marée tête. Et puis, ça nous demandait aussi les clubs, les Monique viennent en groupe. Ils ont dit, vini, tout ça est estimé, rapporté en robe traditionnelle, bien, robe à Biguine, vini habillé comme ça, et comme ça, il y a à la fois public et en même temps artiste, puisqu'il y a des parades ouvertes comme ça. Mais ça qui est belle. Eh bien, normalement, c'est pour ça pour venir. Oui, bien sûr. Alors, donc, en tout cas, on dit à qui ça va commencer, à qui les matin. Début de matin. Oui. Et puis, ça va finir par un petit bal. On bal à Biguine? Oui, bal à Biguine avec Jean-Max. Miouval. Jean-Max Miouval. Voilà, la voyage là a avancé des fois avec des Tipon. Et voilà, et donc Jean-Max Miouval. Qui est là pour clôturer ça avant un petit bal bien piqué. Et donc, mon vient les gens à Biguine et l'esprit ambiance à Biguine aussi. Alors, juste pour embêter, dans nos nouvelles cacado, Cani Biguine? Cani Cabolo, parce que par principe, à Noël, c'est Cabolo, quoi. Cani Cabolo. Mais bon, vous connaissez, c'est un autre affaire. Non, mais pas de problème. Bon, alors, oui, un dernier mot. J'ai envie de dire que le mois d'avril sera dense. Alors, du côté du Fort Fleur d'Épée. Danse. Ah ben, justement, c'est un très beau jeu de mots. Quand tu dis ça devant Iman, tu vois, elle bouge toujours ses yeux brillent. Et du côté de la Ramée aussi, on a une belle actualité, en fait, avec un festival chant en Chancande. Voilà, j'ai vu ça. Donc, on va commencer par un documentaire mercredi 22, un film de Mathilde Damoiselle, Le sucre pour la douceur et pour le pire. On sait comment le sucre, la canne, a forgé quelque part, j'ai envie de dire, son empire depuis ces temps de l'esclavage. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a, je dirais, une forme d'esclavage moderne, de legs, en tout cas, de la domination aussi de ce sucre, à la fois sur la santé, mais aussi sur l'économie, sur cet espace de mondialisation. Et ce film, en fait, va explorer tout ça. On va avoir ensuite un concert avec James Germain qui vient d'Haïti, et il est très bien entouré avec... Jocelyn Ménard, Sony Troupé,
Jonathan Jurion. Thérèse, Jonathan Jurion, au piano. exactement, tout Oui, à fait. au clavier. Et ensuite, on va clôturer le 29, à nouveau, les mercredis de la Ramée, un film, cette fois, dont Gilbert Lomor est la figure principale. Et ce film nous emmène aussi au Fort Dimanche en Haïti et nous conte un peu cette histoire dramatique, à la fois à travers une histoire individuelle qu'il représente Reynold dans l'histoire. Et ce qu'on verra dans l'ensemble de ces documentaires, c'est que c'est un travail vraiment qui puise dans l'archive, dans la ressource, dans la collecte. Donc quelque part, de la Biguine au Cannes, il y a vraiment ce travail aussi à l'endroit de qu'est-ce qu'on fait de nos récits, comment on les interroge, qu'est-ce qu'on fait de nos archives, qu'est-ce qu'on fait de notre histoire et comment on la met en partage. Donc le 29, Gilbert Lomor sera là avec nous pour échanger sur ce film qui mérite vraiment d'être connu et en tout cas d'être partagé. Bravo. Au niveau culturel, on a notre compte là. Voilà, donc, et puis il y aura encore d'autres choses, parce qu'on va faire appel à des plasticiens aussi d'Haïti. Je pense à Stéphanie Gentil, je pense notamment à Schneider Léon Hiller, dont on présentera les travaux aussi, les œuvres à la Ramée. On reçoit également une artiste qui s'appelle Louisa Marajo sur une exposition qu'on retrouvera plus tard en partenariat. La diffusion du film, c'est quel jour exactement? Le film? Oui. Alors, mercredi 22, 19h. Oui. Ça, c'est le premier film sur le sucre. Ensuite, samedi 25, le concert de James Germain à 20h. Et à nouveau, mercredi 29, 19h, le dernier repas. C'est le titre du film avec Gilbert Lomor. C'est noté. Ben, merci. Alex, bien merci. Oui, mais c'est moi qui ai dit merci. Nous ne pouvons pas assez souvent, mais enfin bon. Ou là, là. Non, c'est mon invitation, donc descendre en ville, ça peut. Il faut sortir en invitation là de temps en temps. Hein. Mais après, ben là, là. Voilà, il est 13h02, 13h pile, on prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure avec la suite de nos invités qui seront présents avec nous et puis l'information avec, bien sûr, c'est Sylvie Rosic qui sera là tout à l'heure. Et ensuite, on recevra Gérard Poumarou. On est très culturel aujourd'hui. À tout de suite. Voilà, c'est la deuxième séquence du ZCL et on va recevoir dans un instant, je vous l'ai dit, Sylvie Rosier qui est déjà avec nous. Bonjour. Bonjour. On va parler de quoi aujourd'hui? De la performance qui dure. La performance? Oui, qui dure. Qui dure, durable? Oui, oui, voilà. Oui. Et donc, c'est ça, chronique boostée. Mais avant ça, on va revenir sur l'actu puisque Iman News est déjà là et elle est très proche de Sylvie. Ah, tu es jaloux. Je sens une jalousie. C'est parti. On va aller à Morne-à-l'Eau où les travaux en cours compliquent. À Morne-à-l'Eau, hein? À Morne-à-l'Eau. Ouais. Voilà. Un peu? C'est fait. Bon, bref, transition. Donc, les travaux en cours compliquent le quotidien de nombreux commerçants de proximité avec l'accessibilité qui est réduite, une baisse de fréquentation. Les professionnels tirent la sonnette d'alarme face à cette situation qui impacte directement sur leur activité. On en parle avec Solène Fèvre. L'Holopays, c'est une épicerie fine, créole et un espace de culture. Ma difficulté aujourd'hui, c'est que je travaille avec des jeunes chefs d'entreprise qui sont des mamans et qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires parce que je ne peux pas écouler les produits. Donc, comme je ne peux pas écouler les produits, ce sont des jeunes chefs d'entreprise aujourd'hui qui cherchent d'autres alternatives, mais en même temps, moi, je ne peux pas leur assurer les ventes parce qu'il n'y a pas d'accès. Je n'ai jamais pu avoir une année complète puisque j'étais à un autre emplacement et il y a eu un chantier qui a eu 17 mois de retard. Ici, c'est un chantier qui devait être livré fin novembre, un chantier sur 9 mois,
Et nous sommes là fin avril. Là, tout à l'heure, c'est la fête des mères. Je n'ai pas pu faire la fête de Mornalo, je n'ai pas pu faire Noël, je n'ai pas pu faire Épiphanie, je n'ai pas pu faire la Saint-Valentin. Et la fête du crabe, je n'ai pas fait un tiers de ce que j'avais fait l'autre fois, puisque jusqu'au dernier moment, j'attendais est-ce qu'il y aurait eu de l'accès ou pas. Et je n'ai pas voulu mettre les gens en insécurité. Aujourd'hui, tous les commerçants de Mornalo vont se retrouver dans la même difficulté. Ce n'est pas pour moi. Nous voulons qu'on nous dise, cette tranche, elle va commencer tant, elle va finir tant. Elle commence là, elle prend fin là. Nous voulons juste qu'on nous donne une programmation des travaux. C'est tout. Et nous, à ce moment-là, on va contourner les difficultés. Là, il y a 2 accès. Les 2 accès sont bloqués. Alors, j'ai un client qui est arrivé chez moi avant-hier, un Canadien, quelqu'un d'autre qui l'a emmené. Eh bien, ils ont été obligés de passer par un sens interdit. Heureusement que c'était dimanche après-midi. Voyez? Et donc, c'est ça. Et puis, on arrive en voiture, on n'a pas de place non plus pour se garer. Donc, je comprends. Moi, mes belles thé, moi, mes belles bitins. Donc, en pour éco-quartier là, en pour un bel marché, en gourmet pour ça, en travail pour ça, je dis là, nous avons juste demandé, rien qui ça nous a demandé, dis-nous programmation à travaux là et laisser clientèle en nous venir en sécurité à dans boutique. Voilà donc des difficultés sur le terrain pendant que les autorités poursuivent leur visite stratégique dans les infrastructures du territoire. Une visite du préfet à l'usine Gardel du Moule, une visite qui s'inscrit dans un contexte où les enjeux industriels et économiques restent centraux pour notre territoire. On voit un reportage de Lucien Nébor et Thierry Vadimon. Garder en tête que 80% du sucre de la Guadeloupe s'exporte en France, mais aussi partout en Europe. Et donc, quelque part, c'est l'excellence de la Guadeloupe que l'on va voir un petit peu partout en Europe auprès de nos clients qui fabriquent à partir de nos sucres des produits agroalimentaires ou qui le proposent directement aux consommateurs dans les supermarchés. Et donc, voilà, on est content de pouvoir faire rayonner de cette manière-là l'agriculture guadeloupéenne. De sucre de canne bio d'Europe. Et cette première production, elle se passe en Guadeloupe. Et moi, je suis épaté et en même temps très fier, même si je suis pour pas grand-chose. Tout petit peu, j'ai signé une lettre. Mais globalement, très très fier de voir que la Guadeloupe va sortir le premier sucre bio d'Europe. C'est un signal extrêmement fort pour toute la filière canne, de montrer que l'excellence est possible en Guadeloupe, en agriculture. Et ça, je le dis avec force parce que on critique souvent la filière canne où on a tendance à voir que les choses qui ne fonctionnent pas. Et en fait, il y a des très belles choses qui fonctionnent. On en a eu l'illustration cet après-midi. On est capable, en Guadeloupe, les planteurs, l'industriel, et on sait qu'il y a les marchés derrière, de produire du sucre bio. Bravo à tous les acteurs. C'est un travail de toute une filière qui voit le jour cette semaine, et particulièrement aujourd'hui, puisque les premiers sucres bio sortent de la cristallisation aujourd'hui. C'est un travail de longue haleine qui a débuté en 2021, qui s'est accéléré sur ces dernières années. Et comme vient de le dire monsieur le préfet, qui montre l'excellence de l'agriculture guadeloupéenne. C'est beaucoup d'efforts pour tout le monde, à commencer par les planteurs qui ont cru dès le départ, qui parfois certains faisaient déjà du bio sans le savoir ou sans avoir forcément les débouchés que nous leur offrons désormais. Et évidemment, c'est un travail de toutes les équipes techniques de Gardel, qui ont cherché les bons processus pour pouvoir produire ce sucre bio. L'État est déjà très présent dans la filière canne, accompagne à tous les niveaux la filière, parce que nous savons tous que la filière canne structure l'agriculture de la Guadeloupe. Et donc, on ne peut pas laisser tomber cette filière. Au contraire, il faut l'encourager à produire plus. Nous sommes présents via des aides, nous sommes présents via le suivi administratif et technique. Et nous continuerons bien évidemment et nous pousserons à ce que la filière bio, dans la filière canne, se développe. Mais ce n'est pas l'État qui fait, ce n'est pas l'État qui travaille, ce sont bien les planteurs. Et donc, ce n'est pas à moi qu'il faut demander qu'est-ce qu'on va faire pour la Guadeloupe, c'est bien aux planteurs de canne, aux producteurs de canne, à l'industriel. Comment vous allez monter en puissance? On a besoin que vous montiez en puissance. Et on va parler maintenant d'une initiative qui valorise le savoir-faire local et attire le public. À Petit Canal, un village artisanal a récemment attiré de nombreux visiteurs. C'était justement l'objectif de valoriser les artisans, dynamiser le territoire et renforcer l'attractivité du Nord Grande Terre. On voit un reportage de Solène Fèvre qui est allée voir ce village. Nous sommes sur la mise en place du premier marché
agricole, culturelle, artisanale de Petit Canal, qui va permettre à tous nos acteurs économiques, culturels du Nord Grande Terre de pouvoir être ici rassemblés afin de créer cette proximité du producteur au consommateur, permettre aussi un dynamisme de la commune, permettre que tous ceux qui sortent de l'école puissent pouvoir découvrir des gourmandises, des savoir-faire, des personnes aussi du terroir. Nous aimerions et nous souhaitons, si cette première journée a un franc succès, pouvoir mettre en place de manière récurrente un marché premier et dernier vendredi de chaque mois et qui à terme, au fil des mois, être sur un marché qui deviendra quotidien, hebdomadaire, tous les vendredis. Triple saveur, ce sont des préparations pâtissières et boissons chocolatées à base de farine de banane verte. Je propose des produits qui permettent de faciliter son utilisation au quotidien. Donc, il y a les préparations pâtissières, chocolat, coco ou 4 épices. Voilà. Et ensuite, vous avez bien sûr la boisson chocolatée qui permet de faire du chocolat chaud dès qu'on a pour le goûter, pour le petit déjeuner. Moi, je propose des objets artisanaux. Donc, on a ici des mini-tambours, donc c'est de la culture indienne, je suis indienne de religion. Mais également la création de bijoux en acier chirurgical inoxydable que vous avez juste ici. Donc, on a des modèles qui sont déjà prêts. Et sinon, ma particularité, c'est que je crée les bijoux donc en personnalisation. L'idée, c'est de choisir sa chaîne et d'y ajouter les petites breloques que vous avez juste ici. Donc, je fais de tout, des colliers, bracelets, parures, comme les chaînes à main que vous voyez, les chaînes de pied que vous voyez ici, des chevillères et toute notre petite activité. Il est bon de venir sur les marchés pour connaître et surtout pour être plus près des artisans, pour les faire vivre aussi eux-mêmes et bien sûr pour continuer à nous donner de la force. Voilà, il est déjà 13h16. Je vous l'ai dit, on va recevoir comme tous les lundis notre chroniqueuse boosteuse, Sylvie. Il est déjà... Quelle heure il est, Sylvie? Tu viens de le dire. Oui. Générique et on démarre tout de suite après. Sylvie, pour la troisième fois, bonjour. Bonjour, Dani. Bonjour, merci d'être là comme tous les lundis. Et aujourd'hui, on va parler de performance. C'est ça, Sportif. exactement. Non, la performance des équipes dans les entreprises. Alors, je ne fais pas de sport, moi. Oui, alors comment ça se met en place? En fait, avant, on pensait que la performance, c'était des équipes qui donnaient de gros résultats, qui travaillaient dur et avec un rendement assez élevé. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure que ce n'est pas celle qui dure, justement, parce que c'est un peu comme un marathon. Si on donne tout au démarrage, avec les kilomètres qui restent, on n'a plus l'énergie qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Donc, du coup, c'est là où il faut réfléchir plutôt à est-ce que, au lieu de se demander si son équipe performe, c'est de se demander est-ce qu'elle va continuer ou est-ce qu'elle va pouvoir continuer à performer dans le temps pour que, du coup, on ait des résultats durables, exactement. Oui. Et donc, du coup, c'est important de prendre le temps de jauger les moments où il faut donner beaucoup, où il y a des résultats importants à fournir et d'autres moments où on peut ralentir le rythme pour repartir encore mieux sur des temps forts en fonction de l'activité. Mais à quel moment il faut donner le max? Au début, au milieu ou à la fin? Ça dépend de l'activité. En fait, si par exemple, on parle d'un projet ou l'entreprise et on est sur la construction d'un projet, on doit arriver à un résultat qu'on a fixé ensemble au bout de 3 mois. Au démarrage, il y aura un gros temps fort où du coup il faut mettre en place tous les jalons, tout ce qu'il faut pour lancer le projet. Après on avance tranquillement, je vais dire ça comme ça, au fur et à mesure avec les étapes qu'il faut pour atteindre la date qu'on s'est fixée pour faire sortir le projet en question. Donc la vraie performance, c'est quoi exactement? C'est celle où on travaille sur 3 choses essentielles. D'abord, la clarté. On doit savoir où on va. Oui, toi. 3 choses. On doit savoir où on va
pourquoi et ce qui est vraiment prioritaire pour pouvoir, en fonction de ce qu'on a, des priorités qu'on a fixées, pouvoir se focaliser dessus et travailler dans cette direction-là pour faire en sorte que les projets aboutissent. La deuxième chose, c'est la régulation, puisque du coup, il faut pouvoir ajuster les charges, les tensions, fonctionner avec, faire attention au mode de fonctionnement de chaque personne. Et donc, cette partie de régulation est très importante parce qu'il faut pouvoir être assez véatif pour réagir avant que ça casse, surtout, et que là, on perde toute l'énergie. Et enfin, l'évolution, puisqu'une équipe qui dure, c'est une équipe qui se développe, c'est une équipe qui apprend, c'est une équipe qui se projette et qui a des perspectives. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on dit maintenant qu'il faut accompagner les équipes plus que simplement les manager. On a parlé longtemps du manager, de la posture, du changement de ce poste, des activités, de ce qu'on attend de bons managers le mois dernier. Et là, du coup, les équipes, les managers doivent bien comprendre aussi qu'en dépit du fait de devoir manager les chiffres, faire sortir des bons résultats, il faut accompagner son équipe dans son évolution et lui fournir des perspectives. Il y a des indicateurs pour ça? Il y a des indicateurs, il y a surtout des façons de faire où, du coup, au lieu de juste être focalisé sur les résultats, on est sur les personnes également. Et on en revient aux rencontres régulières des équipes, de faire le point avec ces équipes régulièrement, au moins une fois par semaine. Jauger, oui, de jauger. C'est pas très loin, encore une fois. Justement, si on fait le point avec les équipes une fois par semaine, ça ne dépasse pas 30 minutes. On fait le point sur comment ça va pour chaque personne dans l'équipe, en fonction des projets sur lesquels on est, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, où on continue, qu'est-ce qu'on continue, comment on peut ajuster pour permettre justement que la semaine se passe de manière plus fluide et que tout le monde reparte sur la même longueur d'onde et que du coup on soit aligné en termes de résultats et de ce qu'on attend de chaque personne. Et ce qui permet à une équipe de durer, c'est quoi exactement? Parce qu'on parle de management durable. C'est de travailler autant, d'accompagner autant les personnes et leur bien-être au travail que d'attendre des résultats d'eux. C'est de leur proposer de travailler en profondeur avec les équipes sur leur évolution professionnelle, de s'assurer que chaque personne est au bon poste. Je crois j'avais fait une chronique sur ça l'année dernière, parce que des fois, on ne se rend pas compte, ou en tout cas, des fois, les personnes ne sont pas forcément sur le bon poste ou les bonnes activités par rapport à leur connaissance, à leur performance et puis du coup aussi leur capacité. Et donc il faut bien s'assurer aussi, puisque la personne elle évolue, peut-être qu'il y a un changement ou un besoin de formation qu'il faut lui permettre d'avoir pour qu'elle puisse continuer et du coup continuer à performer sur son activité, sur son poste. Et c'est important dans l'entreprise, ce dispositif de management durable? Mais c'est important pour garder les équipes, pour garder les talents, comme je l'ai dit la dernière fois. C'est pour que les personnes évoluent et se sentent épanouies dans leur travail. C'est important qu'elles se sentent accompagnées également au sein de l'entreprise et qu'elles sentent que leurs besoins sont aussi entendus pour permettre qu'elles fassent le travail qui est attendu d'elles également. Alors, est-ce que tu es épanoui dans ta chronique? Oui. Oui. C'est pas mon travail, mais oui. Non, mais je pose la question. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on te voit tous les lundis. Bien, alors, précisément, puisque tu en parles pour les autres, comment, toi, tu interviens quand il y a ce genre de dispositif à mettre en place dans une entreprise, dans une équipe? Moi, j'arrive déjà, dans un premier temps, avec un état des lieux nécessaire à faire pour bien comprendre le fonctionnement, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est à améliorer, quels sont les besoins et les attentes de tout un chacun. Donc, du coup, l'état des lieux est fait de façon vraiment générale sur l'ensemble de l'entreprise. Pour ça, tu prends un rendez-vous? Prendre des rendez-vous en fonction des équipes et tout. En fonction du planning de chacun. Non, il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs. Plusieurs rendez-vous? Oui, bien sûr, une fois que le contrat est signé, bien sûr. Et après, je leur permets de travailler avec moi, chaque collaborateur aussi, de pouvoir prendre du recul sur leur parcours, de pouvoir clarifier leurs compétences, leurs envies et leurs aspirations. Parce que des fois, s'ils sont dans un poste depuis 5, 10, 15 ans, des fois, on n'a pas forcément
Ils n'ont peut-être pas forcément pris le temps de se demander vers quoi ils veulent aller. Ils ne savent juste que ça ne va plus, mais qu'est-ce qui ne va pas et de quoi ils ont besoin, ça, la plupart du temps, ils ne savent pas le dire. Donc, je leur amène des outils pour travailler ensemble dessus et qu'ils puissent, eux, voir plus clair et qu'ils puissent exprimer clairement leurs aspirations et puis leurs envies. Et après, on voit ensemble comment se repositionner dans l'entreprise et travailler sur leur trajectoire d'évolution. Je pose la question à l'envers. Qu'est-ce qui fait qu'un salarié peut se désengager? Plusieurs choses. Il peut y avoir déjà un moment où il est un peu blasé des tâches qu'il fait. C'est la routine au bout d'un moment. Au bout de quelques années, même s'il est au bon poste, mais au bout de quelques années, peut-être qu'il fait tous les jours la même chose. Au bout de quelques années, il commence à être un peu blasé de cette routine. Il peut y avoir qu'il a exprimé un besoin de plus ou d'autres choses, mais qu'il n'a pas été entendu. Et il peut y avoir, du coup, tout un contexte général avec des collègues, des collaborateurs, le manager, enfin, qui fait qu'il ne se sent plus complètement épanoui ou à sa place dans l'entreprise. Alors, comment tu accompagnes cette évolution professionnelle toi-même, en tant que professionnel du boostage? Le collaborateur ou le manager, en fait, on a plusieurs étapes. Ça dépend d'où on part, encore une fois. Mais là, du coup, on travaille vraiment en profondeur sur les aspirations. Et après, en fonction des aspirations, ça me permet de faire le point avec le manager et le chef d'entreprise pour voir qu'est-ce qu'il peut proposer à son équipe en fonction de ce qu'il a exprimé comme besoin. Et on adapte ensemble un plan d'action qu'on met en place sur quelques mois pour permettre donc, de se mettre d'accord, de trouver la solution qui correspond et qui répond aux besoins de l'un et de l'autre. On met en place le plan d'action, on voit comment ça fonctionne, on jauge encore une fois, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. S'il y a un besoin de formation, on voit dans quelle mesure on peut envoyer le collaborateur en formation. Si c'est un besoin d'évolution, pas forcément possible tout de suite dans l'entreprise, mais voir comment on peut déjà lui permettre d'avoir peut-être des tâches qui lui donnent déjà cet accès à ce futur poste qu'il veut avoir, le faire monter en compétences au fur et à mesure, et puis après, dans quelques temps... Donc c'est une décision stratégique, en fait. Il n'y a que des décisions stratégiques, mais du coup, elles sont prises en totale connaissance des aspirations de l'ensemble de l'équipe. Et encore une fois, d'avoir cet accompagnement avec l'équipe, avec le manager et en interne dans l'entreprise, ça permet d'avoir vraiment une synergie de l'ensemble des équipes, que tout le monde se rappelle qu'on est ensemble dans le même bateau et que du coup, si on rame ensemble dans le même sens, on ira plus vite et on ira au point qu'on s'est fixé, tandis que si on en a finalement qui sont un peu désengagés, ça ne peut pas marcher. Et là, rappeler à chacun ses obligations aussi au sein de l'équipe pour que ça fonctionne et que tout le monde soit épanoui dans l'entreprise. Donc, ça veut dire que l'intervention qui est faite, enfin, par le professionnel que tu es, permet de recentrer un petit peu les choses et d'avoir un suivi. Mais est-ce que cet accompagnement il dure, il y a une durée ou bien c'est en fonction de... Ça peut être sur un mois, comme ça peut être sur un an, en fonction du besoin de démarrage. C'est pour ça que je commence avec un état des lieux, parce que l'accompagnement n'est pas le même. Oui. Il dépend du diagnostic que je pose et du besoin, de la problématique dans laquelle l'entreprise est. Si on est dans une entreprise où il y a vraiment un problème, où le manager n'arrive vraiment pas à se positionner, là, l'approche va être différente et ça va prendre un peu plus de temps, parce qu'il faut que le manager puisse prendre sa place, mais il faut aussi que les équipes comprennent que cette personne, c'est le manager, voilà, il prend sa place, voilà sa nouvelle mission, voilà comment on va fonctionner, etc., etc. Alors, le premier référent, c'est le manager ou bien c'est l'équipe? Non, le manager. D'abord le manager, on fait le bilan avec lui, on fait un diagnostic. Et après, voilà, c'est ça. Le manager, le chef d'entreprise, si c'est pas le même, et puis les équipes aussi. Mais le diagnostic est fait auprès de... j'interroge. Je rencontre tout le monde. Alors, donc, en gros, pour rendre une équipe performante, on est obligé de passer par cette durabilité. C'est important. Surtout si on veut avoir des résultats, on veut que les personnes soient épanouies au sein de l'équipe, mais du coup, forcément, il faut mettre en place des actions d'accompagnement des équipes et pas seulement travailler sur la performance des chiffres et les résultats qu'on attend pour l'entreprise.
Bien, alors les chefs d'entreprise qui ont entendu, donc quelle est la solution? C'est de te contacter. Il m'appelle. De contacter tout de suite. Tu donnes un numéro de téléphone si tu as envie. Mon numéro, c'est le 06 90 52 02 41. Sinon, il y a mon email qui est contact@sylvierosier.com. Pas de séminaire sur ce genre de choses, non? Pas encore. C'est pas prévu pour l'instant. C'est prévu? Non, pas du tout. Pas encore. Bon, ok, on s'est dit. Bien, ben merci Sylvie pour toutes ces informations. C'est important pour les entreprises parce que visiblement, on sent bien que dans les entreprises, ça fonctionne pas toujours comme il faut. Tout à l'heure, on a vu le préfet, il parlait de la récolte de la canne. Pour l'instant, la récolte de la canne, elle est bloquée. Et le préfet de la fait cinéma, mais il m'a rendu compte que, à part passer dans les médias, la récolte de la canne n'avance pas et les producteurs sont en train de perdre pied. Bien, merci donc. Il est déjà 13h29. On prend la dernière pause publicitaire et on se retrouve tout à l'heure avec le directeur de l'archipel, Gérard Foumarou, notre dernier invité. À tout de suite. Voilà, il est 13h36 exactement. C'est la dernière séquence du ZCL. Je vous l'ai dit, on va recevoir dans un instant Gérard Foumarou qui est déjà là. Bonjour Gérard. Bonjour. Ça va? Ça va. Bon. Et Iman a fait bon te voir. Donc, vous allez discuter tout à l'heure. Mais avant, Iman, on a un dernier sujet avant de recevoir Gérard. Oui, on va aller dans le monde de la mode, de la littérature et de la création locale. Donc, la maison Yécri Édition présentait l'ouvrage de Brothers Jimmy, donc récemment au Café Papier. C'était un moment de rencontre et de partage autour de l'écriture qui met en lumière les talents et les voix de notre territoire. On voit un reportage de Loïs Laine. Yécri Édition, c'est une maison d'édition dédiée aux voix afro-caribéennes qui justement s'intéresse à une littérature plutôt de résistance, une littérature qui est ancrée justement dans notre culture, portée sur nos identités multiples et portée sur notre histoire. Donc c'est aussi une maison d'édition qui s'intéresse aux réflexions décoloniales, féministes, marxistes, anarchistes et qui vient d'émerger sur le territoire qu'il a vu naître, la Guadeloupe. Tout de suite, j'ai été séduit. Ils veulent mettre en avant notre culture, notre histoire. Ils veulent décoloniser les esprits. Et ça, c'est des choses qui me parlent naturellement. Il y a des choses qui sont écrites dans ce livre dont j'ai du mal à parler. C'est pour ça que j'ai écrit. Il y a des traumatismes qui m'ont suivi depuis mon jeune âge, depuis l'âge de 12 ans, on va dire. Et qu'il fallait que je puisse en parler pour me soigner moi-même. Ce livre, c'est aussi une thérapie. C'est aussi un hommage à ma mère, à l'éducation qu'elle m'a donnée. C'est aussi une manière de dire merci à tous les gens qui m'ont accompagné durant mon parcours. Mais c'est aussi un moyen de dire à ceux qui rencontrent des difficultés qu'on peut se relever. Car dans ce livre, d'où le mot renaissance au pluriel, dans ce livre, il y a plusieurs renaissances, parce que je parle des difficultés que j'ai rencontrées, de certains malheurs que j'ai vécus, mais à chaque fois, il a fallu se relever. Voilà, Jimmy, on a l'occasion de recevoir ici pour présenter son ouvrage. Je lui ai dit, on va parler culture, puisque le directeur général de l'archipel est là, et quand il est là, c'est que Nyon Bitenka est fait. Bonjour Gérard. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Oui, effectivement, je suis là pour parler du temps fort danse, qui a commencé samedi jusqu'à mardi prochain. Donc, petite rencontre, je dirais, parce qu'on a voulu faire quelque chose de plus grand, mais bon, on a dû réduire un peu la voilure et donc faire quelque chose qui permette de montrer un peu la création contemporaine guadeloupéenne et puis, en fait, très caribéenne, de la Martinique aussi, avec des artistes martiniquais, de la Guadeloupe. Donc voilà, ça a commencé samedi et avec des masterclass, vraiment. Et puis surtout, en fait, pour un peu inaugurer notre studio de danse, qui est opérationnel. Les travaux ne sont pas encore terminés, mais on va s'appeler ce studio de danse. Il n'y a pas encore de nom. Il n'y a pas encore de nom. Ça va venir. Il y aura un nom.
voit, puisque c'est le propriétaire quand même qui décide, le conseil départemental, n'est-ce pas? Mais j'aurais des propositions à faire, évidemment. Et donc, on a une masterclass, effectivement, mercredi après-midi, avec une chorégraphe guadeloupéenne, d'origine guadeloupéenne, qui a grandi là-bas, mais qui est rentrée en Guadeloupe depuis pas mal de temps, qui s'appelle Clémence Bauban, et qui fait un travail autour du... le ressenti qu'elle a par rapport au carnaval. Donc c'est intéressant, oui, c'est intéressant, puisque c'est un regard qui n'a rien à voir avec les carnavaliers. C'est une chorégraphe qui s'intéresse à tout ce qu'il y a comme symbolique dans le carnaval, tant au niveau de la danse que tous les rituels, en général, qu'on retrouve. Mais d'une manière générale, est-ce que la danse se porte bien en Guadeloupe aujourd'hui? Oui, je pense que la danse, c'est un des secteurs quand même qui est tranquillement, qui est assez discret, mais qui se porte bien. Je pense. Ouais. On a des beaux talents qui émergent vraiment, des compagnies et tout. Mais Temps Fort Danse, c'est pas un festival? Si, en fait, normalement, c'est un festival. Oui. Mais là, on a préféré l'appeler Temps Fort parce qu'un festival, normalement, c'est quelque chose qui est vraiment plus consistant, gros, plus grand, plus consistant. On a préféré l'appeler Temps Fort. Les moyens sont ce qu'ils sont aujourd'hui, hein, donc on fait avec ce qu'on a. Et puis un festival, c'est-à-dire qu'un festival, j'aurais voulu, moi, si dans la mesure où on fait un festival, intégrer tous les styles de danse, en fait, pratiquement. Là, on s'est concentré un peu sur la danse contemporaine, mais effectivement, dans notre population, dans notre culture, la danse Ça veut dire qu'un gros festival est à mettre en place un jour, il faudra... Parce qu'il y en a eu dans le passé... Il y a très, très, très longtemps. Hein, oui, je me souviens. Oui, tout à fait. Et là, maintenant, je pense que quand tu poses la question comment se porte la danse, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles de danse. Mais oui, c'est ça. Beaucoup qui sont là tranquillement, qui font le job. Beaucoup de jeunes filles, mais aussi des garçons. De plus en plus de garçons qui vont vers les écoles de danse. Et donc, il faut leur donner une visibilité qui soit vraiment... Et puis leur permettre aussi de voir ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se fait un peu à l'extérieur, de recevoir des compagnies de l'extérieur. Et donc, se confronter aussi à d'autres vocabulaires un peu chorégraphiques et d'autres styles chorégraphiques. Et donc, c'est un peu ce qu'on espère pouvoir présenter ces jours-ci. Et pour l'avenir aussi, effectivement, comme tu le dis, avoir un gros festival autour de la danse. Ça mériterait vraiment d'exister. Pour les masterclass, il faut s'inscrire. Comment ça va se passer? Oui, pour la masterclass, il suffit d'appeler donc au 05 90 99 92 27 à la billetterie, ou aller sur le site www.l'archipel.com. Là, on peut vraiment avoir tous les renseignements. Je redonne le numéro de téléphone 99 97 22. Et donc, voilà, donc, pour permettre de participer à cette masterclass dans ce très beau studio, vraiment. Qui va être inauguré pour l'occasion, finalement. Ah, mais voilà, exactement. Et puis l'éponymie viendra après, je pense. Là, par exemple, on voit apparaître le travail en cours que va présenter un chorégraphe très connu qui s'appelle Romuald Serem, n'est-ce pas, qui est impliqué dans beaucoup avec Jock, qui est impliqué dans beaucoup de choses, mais qui revient à la création contemporaine, ce qu'il a toujours fait par le passé. Et là, on recevra aussi un danseur chorégraphe martiniquais qui s'appelle Jean-Hugues Mirodin, et dont j'aime beaucoup le travail, parce que c'est un travail très créatif et puis de réflexion de la part d'un chorégraphe confirmé, en quelque sorte. Et puis, là, vous voyez à l'écran, donc la soirée du mardi 21, qui sera la grosse soirée, aussi une grosse soirée de présentation, d'une part, de travail en cours du chorégraphe guadeloupéen Hubert Petitfard, qui a été reçu ici, d'ailleurs, récemment. Hubert Petitfard, qui va présenter donc son solo, une partie de son solo, là où il en est aujourd'hui, et puis une création que l'Archipel a accompagnée depuis le début, qui s'appelle d'un collectif qu'on connaît aussi maintenant, qui s'appelle le collectif Edo, avec ces jeunes danseurs, voilà, donc 12 lettres, et donc 12 lettres aussi. Donc, ce sont 4 jeunes que nous accompagnons depuis bien des années, qui ont eu aussi l'occasion d'aller un peu vers ce qu'on appelle les arts de la rue,
Et donc c'est une compagnie vraiment très dynamique et très transversale dans son travail, qui n'hésite pas même il y a une chanteuse aussi. Enfin, ce sont des artistes Je pose la question quand même. Comment ça passe la collaboration avec la Martinique? Parce qu'il y a une scène nationale. Est-ce que les Martiniquais qu'on voit là sont sur le lien qui se fait? Exactement. Depuis des années, on travaille ensemble parce qu'en fait, nous sommes les deux structures qui peuvent accompagner les artistes. Et donc, des gens se voient assez régulièrement dans l'année. Et quand on a des projets qu'on veut vraiment pousser, donc dans les deux sens, on échange nos créations, les artistes du territoire. Par exemple, là, on a reçu Christian Emmanuel. C'est une création qui a été accompagnée par aussi la Trium, scène nationale de la Martinique. Doucelet est aussi reçu. Voilà, c'est des images de cette création. Et donc, on a aussi une collaboration très forte au niveau de la musique, évidemment, et du théâtre, parce que le théâtre est très dynamique en Martinique. Alors, l'autre question, pas encore de danse orientale à l'archipel? Oui, écoutez, c'est ce que je... Et elle a déjà dansé, présentée. Oui, j'avais remporté, c'était quoi, le 3e place, c'était concours chorégraphe il y a quelques années maintenant. Oui, quelques années, c'était vraiment très intéressant. Donc c'est pour ça que je le dis, en fait, un festival doit pouvoir présenter un vrai festival, toutes les facettes du traditionnel, quadrille, grouka, et puis danse orientale, hip-hop aussi, parce qu'il reste encore beaucoup d'artistes, de jeunes artistes qui sont dans le hip-hop. Donc, pour faire un beau festival, il faut de gros moyens, effectivement, parce que... C'est quelque chose, oui, c'est vrai. C'est quelque chose. Il faut des moyens et vraiment, faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, et puis expliquer le bien fondé, parce que le bien fondé d'un festival de danse, quand même, c'est vrai que on le sait, notre territoire, la musique, on l'entend toute la journée, tout le temps et tout ça, tandis que la danse, il faut un cadre, il faut un espace aménagé, sécurisé, pour que nos enfants puissent évoluer bien. Et donc, il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent dans le monde de la danse. Enfin, maintenant qu'il y a un studio de danse, il peut prendre combien d'artistes, ce studio de danse? Alors, pour l'instant, on a une commission de sécurité qui nous a bloqué à 19 personnes. Oui. Mais on va travailler avec les services techniques du conseil départemental pour pouvoir un peu permettre d'agrandir. 19 personnes sur scène et sur... Non, dans l'espace même. Dans l'espace même. C'est une question d'aménagement par rapport aux règles de sécurité. C'est un studio aussi, c'est pas une salle. C'est pas une salle, c'est un studio. Toutefois, c'est un studio qui sert aussi à présenter des petites formes pour les enfants, pour les tout petits. Et ils adorent ça, quoi. Vraiment. Deux petits mots quand même avant de partir sur les prochaines choses du spectacle ou à l'archipel. Qu'est-ce qui vient après la danse? Après la danse, on va revenir au théâtre. Donc déjà, après la danse à l'archipel, je vais quand même faire un petit clin d'œil à la ville de Basse-Terre avec son festival du patrimoine. Oui, nous sommes partenaires de ce festival. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est au mois de juillet, ça? Non, juste à la fin du c'est pas pour le grand festival de Basse-Terre, voilà. Non, ça c'est pour la musique. Oui. Ça c'est patrimoine en lumière. Donc ça commence le 23 avril jusqu'au 3 mai. Nous sommes partenaires, donc on va présenter des spectacles aussi pendant ce festival. Pour les enfants, pour les jeunes publics, on a pris le côté jeune public. Et puis, nous allons recevoir une pièce, je pense, qui te plaira, qui s'appelle Toussaint Louverture. Oui. C'est une partie de la vie de Toussaint Louverture, quand il était donc incarcéré là-bas, et donc le rapport qu'il a avec son geôlier. Et c'est vraiment très, très intéressant. Quelle période? C'est le 7 mai, je crois. Voilà, autour du 7 mai. Et donc, c'est une pièce avec un artiste guadeloupéen, qui s'appelle Tony Harrison, qui est d'origine guadeloupéenne, qui vit là-bas, mais qui est de Basse-Terre en plus, justement. D'accord. Et donc, ils sont deux, et c'est vraiment une pièce formidable. Puis, nous aurons une sortie de résidence. Pareil, quelque chose qui va te plaire aussi, ça c'est autour du 23 mai, je crois, ou un petit peu avant, j'ai pas la date exacte en tête. C'est un projet qui s'appelle Boulagel de Jean-Christophe Maillard et Timalo, qui sont un projet qu'on accompagne depuis maintenant quelques temps déjà, autour de l'écriture et de la musique, donc avec Timalo, donc Jean-Christophe Maillard, et aussi Hector Poulet qui a apporté son concours à l'écriture.
Donc ça, c'est une sortie de résidence, parce que c'est un spectacle qui a besoin d'être travaillé, vraiment, qu'on a déjà accompagné lors d'une résidence d'écriture à la Souvenance, chez Simone Schwarzbart. Puis là, on va passer à une phase, le spectacle va être mis en quelque sorte en espace, et puis par la suite, vraiment présenter le spectacle la saison prochaine. D'accord. Juste un petit mot pour revenir un petit peu sur quelque chose que j'ai vu qui était pas mal, avec Gordon Anderson. C'était génial, ça. C'était exceptionnel. Exceptionnel. Oui, tout à fait. 2 spectacles pour salle pleine, avec un bon public qui a vraiment participé. Et c'était... Oui, beaucoup de gens sont sortis de là en disant qu'ils ont rajeuni, en fait, à quelque sorte. Il y a beaucoup de souvenirs. Toi aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Beaucoup de souvenirs. Et puis Gordon, c'est un artiste extraordinaire. Vraiment un personnage. Ah, oui. Et puis qui raconte des choses intéressantes et qui a vécu des choses aussi dans notre et puis il a vécu longtemps en Guadeloupe, il connaît bien notre musique et il connaît sa musique. Et non, c'est un très bon spectacle. Pour une fois, je peux même te sortir une petite anecdote. Ce sont les gens de Grande Terre qui ont demandé quand est-ce qu'il passe en Grande Terre. D'accord. Donc, en général, voilà. C'est l'inverse. C'est l'inverse, exactement, c'est l'inverse. Mais là, ce sont les gens de Grande Terre qui ont réclamé la... non, mais c'est vrai, ça vaut le déplacement. Alors, je sais pas. Il fera quelque chose en Grande Terre, il a prévu ça, tu sais pas? Pas pour l'instant, mais toutefois, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un documentaire que Guadeloupe Première réalise autour de sa personne, et ça, ce sera vraiment intéressant à voir bientôt, je pense, sur les antennes télé concurrentes. Désolé. Ouais, non, pas de problème. Mais c'est surtout le fait que c'est toute une histoire qui va être présentée de la part de Gordon. Il y a eu une petite interview sur Pointe-à-Pic qu'il a tenu à faire devant le Palais de la Mutualité. Oui. Parce que pour lui, c'est le symbole de ses premiers concerts. Absolument, à l'époque, oui, il n'y avait pas d'autre salle que c'était là que tout se passait. Voilà. C'est ça à voir. Bon, ben, on verra ça. En tout cas, merci d'être venu. Avec plaisir. Et puis, comme on dit, welcome, tu es bienvenu ici pour parler de culture, de ce qui se fait à l'archipel. On fait un rappel des titres rapidement. Oui, on a parlé de l'UCEP, donc le comité qui s'est réuni donc à un colloque sur Sainte-Rose pour parler justement des enjeux sociétaux majeurs tels que la santé globale de l'enfant, les violences sur le territoire. C'était l'occasion de poser des bases pour adapter les politiques éducatives et sportives à nos réalités. On a vu Yécri Édition qui présentait le livre de Brother Jimmy au Café Papier. Il était aussi question des travaux sur Morne-à-l'eau qui impactent lourdement les commerçants de proximité. On a pu aller en visite avec le préfet sur l'usine Gardel au Moule et on a fait un tour sur Petit Canal avec le village artisanal qui a réuni de nombreuses personnes autour de l'artisanat du Nord Grande Terre. Alors, depuis 12h30, on a reçu Cynthia Pibel de la sous-direction des politiques culturelles du département. Pourquoi? Avec Alex Nabis. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une journée le 24 sur la Biguine avec un certain nombre de personnalités. Et je viens d'avoir Madame Winika Ona qui m'a appelé, qui m'a dit qu'elle n'est pas au courant qu'elle était dans le programme. Ça, Nabis et compagnie vont gérer. Bon, enfin bon, j'en dis pas plus. Kindia Alexis est venu, chef de projet, Mathieu Delors sont venus parler de l'atelier BD Manga et Goka qui se fait au Fort d'Elgrès ce mercredi. Avec Vukum, ça va être passionnant parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont déjà inscrits. J'ai vu le calendrier déjà pratiquement plein. Sylvie Rosier nous a parlé de la durabilité dans le management. Ça, c'est très important pour les chefs d'entreprise. Et puis, on vient de finir avec Gérard Poumarou qui nous a parlé de ce temps fort de danse qui a commencé samedi, qui se prolonge jusqu'à mardi prochain. Jusqu'à mardi prochain, beaucoup de spectacles. Et puis, dans l'air, un festival de danse, parce que ça manque en Guadeloupe, un festival réunissant toutes les variétés de danse ici, goka, tambour, oriental, etc., etc. Et ça, il faudra avoir les moyens, mais ça se fera un jour, de toute manière. Oui, de toute façon. C'est incontournable, c'est incontournable. Voilà. Et puis, je rappelle ce crime qui a eu lieu, ce meurtre, ce pauvre Guadeloupéen qui a été assassiné par les forces de l'ordre, c'était ce week-end au Moule, et 3 balles pour un homme qui est pratiquement handicapé, en situation de handicap, toujours assis au bord des rues au Moule, et qui a été abattu.
Là encore, il y aura une enquête et puis on saura réellement ce qui s'est passé. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 12h30 pour une autre série du ZCL. Il est toujours en garde à vue, le gendarme. Le gendarme est en garde à vue. Eh bien, on vient de me confirmer que le gendarme qui a tiré 3 balles sur ce pauvre Guadeloupéen est toujours en garde à vue. Bon, on attend la suite. Je pense à l'affaire au Clodo. Les gendarmes n'ont jamais été inculpés. Nous restons là libérés. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à toi. Merci Gérard et à très bientôt. À très bientôt. Bye bye.